Imaginez, c'est maintenant. Vous êtes assis là, en train de m'écouter. Le soleil brille dehors, comme toujours. Et soudain, sans avertissement, sans explication, il disparaît. Pouf, évaporé, effacé de l'existence. Plus de soleil. Que se passe-t-il ? Votre première pensée serait peut-être la lumière. Mais attendez, nous ne sommes pas encore plongés dans le noir. Pas tout de suite. La lumière du soleil voyage vers nous à travers le vide spatial. Elle file à une vitesse phénoménale, mais même à cette allure, elle met du temps. Combien ? 8 minutes et 20 secondes. Oui, la lumière que vous voyez en ce moment a quitté le soleil il y a un peu plus de 8 minutes. Elle est en route depuis tout ce temps, traversant 150 millions de kilomètres juste pour éclairer votre journée. Donc pendant 8 minutes, nous ne saurions rien. Le soleil aurait disparu, et nous continuerions notre vie, béats, inconscients. Les oiseaux chanteraient, les voitures rouleraient, vous prendriez votre café. Tout semblerait normal. Mais voici la vraie question, celle qui hante les physiciens depuis plus d'un siècle. Cette question qui va au cœur même de la réalité. Qu'arrive-t-il à la gravité ? Vous voyez, le soleil ne se contente pas de nous envoyer de la lumière, il nous retient. Sa masse gigantesque crée une attraction gravitationnelle qui garde la Terre sur son orbite, comme une balle au bout d'une ficelle que vous feriez tourner au-dessus de votre tête. Sans cette force invisible, nous partirions en ligne droite dans l'espace, condamnés à errer dans le vide cosmique pour l'éternité. Alors si le soleil disparaît maintenant, est-ce que nous partons immédiatement ? Est-ce que la Terre s'échappe à l'instant même, filant dans l'obscurité comme un boulet de canon ? Ou est-ce que, comme la lumière, la gravité prend son temps ? Est-ce que nous continuerons à tourner autour d'un point vide pendant ces mêmes 8 minutes, orbitant un fantôme, dansant avec le néant ? C'est terrifiant, non ? Pendant 8 minutes, nous serions des orphelins cosmiques sans le savoir. La lumière continuerait d'arriver, le ciel resterait bleu, mais notre ancre dans l'espace aurait déjà disparu. Nous serions en train de tourner autour du vide absolu. Cette question n'est pas qu'un jeu mental morbide. C'est l'une des interrogations les plus profondes de la physique. Pendant des siècles, nous avons cru connaître la réponse. Puis Einstein est arrivé et a tout bouleversé. Et pendant longtemps, nous n'avions aucun moyen de vérifier. C'était juste de la théorie, de belles équations sur un tableau noir. Jusqu'en 2017. Cette année-là, quelque chose s'est produit à 130 millions d'années-lumière de nous. 2 étoiles mortes, 2 cadavres stellaires plus denses que tout ce que votre esprit peut concevoir, sont entrés en collision. Et cette collision nous a envoyé un message. 2 messages en fait. L'un voyageait à travers l'espace, comme une vague invisible, déformant le tissu même de la réalité. L'autre brillait à travers les télescopes sous forme de lumière pure et violente. Ces 2 messages sont arrivés sur Terre presque en même temps. Presque. Le décalage ? 1 seconde et 7 dixièmes. Après avoir voyagé pendant 130 millions d'années à travers l'univers, ils sont arrivés avec moins de 2 secondes d'écart. Et avec ce minuscule décalage, nous avons enfin eu notre réponse. Nous savons maintenant ce qui se passerait si le Soleil disparaissait. Nous savons à quelle vitesse voyage la gravité. Nous connaissons le pouls du vide. Mais pour comprendre pourquoi c'était une si grande découverte, pourquoi des scientifiques ont pleuré ce jour-là, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre l'erreur géniale d'Isaac Newton, la révolution d'Albert Einstein, et comment nous sommes finalement parvenus à toucher l'invisible. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime pour ne pas manquer les autres mystères cosmiques que nous découvrons chaque semaine. Parce que ce que vous allez entendre va changer votre façon de voir l'univers. Isaac Newton était un génie, disons-le clairement. L'homme a inventé le calcul infinitésimal, décomposé la lumière blanche en arc-en-ciel et compris comment les planètes se déplacent. Ces lois du mouvement et de la gravitation universelle ont régné sur la physique pendant plus de 200 ans. Grâce à Newton, nous pouvions prédire les marées, calculer les trajectoires des comètes, envoyer des vaisseaux dans l'espace. Ces formules fonctionnent. Elles fonctionnent incroyablement bien. Mais il y avait un problème, un gros problème. Un problème que Newton lui-même ne pouvait pas résoudre, et qu'il a simplement mis de côté avec un haussement d'épaule métaphorique. La gravité, selon Newton, agit instantanément. Imaginez, le Soleil est là, à 150 millions de kilomètres. Sa masse tire sur la Terre. Mais selon Newton, cette traction se produit maintenant,
Pas dans l'huminute, maintenant, à l'instant même. Si vous pouviez déplacer le Soleil d'un coup, la Terre réagirait immédiatement. Pas de délai, pas d'attente. La force gravitationnelle traverse l'espace sans prendre de temps. C'est comme si vous teniez une corde attachée à quelqu'un de l'autre côté de la planète. Vous tirez, et instantanément, sans le moindre retard, l'autre personne sent l'attraction. Peu importe la distance, peu importe l'espace entre vous deux, la force se transmet de manière instantanée. Pourquoi Newton pensait-il cela ? Eh bien, dans sa formule de la gravitation universelle, il n'y a pas de temps. Il y a la masse du premier objet, la masse du second objet, la distance entre eux, et c'est tout. Vous branchez ces nombres dans l'équation et vous obtenez la force. Aucune mention du temps nécessaire pour que cette force voyage d'un endroit à un autre. Et franchement, pour tout ce que Newton et ses contemporains pouvaient observer, cela semblait fonctionner. Les planètes bougeaient exactement comme prévu. Les lunes orbitaient fidèlement. L'univers se comportait comme une horloge parfaite, actionnée par ces forces invisibles et instantanées. Newton savait que c'était étrange. Il l'a même écrit. L'idée qu'une force puisse agir à travers le vide, sans aucun contact physique, sans aucun délai, lui semblait absurde. Il a appelé cela une action à distance, et il détestait ça. Dans une lettre célèbre, il a écrit que supposer qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans rien entre eux, lui paraissait une absurdité si grande qu'aucune personne ayant une faculté de pensée compétente en matière philosophique ne pourrait y tomber. Mais Newton était aussi un pragmatique. Il savait que ces formules fonctionnaient. Elles prédisaient les mouvements des planètes avec une précision étonnante. Elles expliquaient les marées, les trajectoires des comètes, la chute des pommes. Peu importait qu'ils ne comprennent pas vraiment comment la gravité fonctionne, tant qu'ils pouvaient calculer ses effets. À son époque, beaucoup pensaient qu'un éther invisible remplissait l'espace. Une substance subtile qui transmettait la lumière et peut-être aussi la gravité. Newton lui-même a flirté avec cette idée, mais n'a jamais réussi à la faire fonctionner mathématiquement. Finalement, il a abandonné et déclaré, dans les Principia, son ouvrage majeur, « Je ne forge pas d'hypothèse, je décris ce qui se passe, pas pourquoi. » Cette approche a défini la physique pendant 2 siècles. Ne vous préoccupez pas des mécanismes invisibles, concentrez-vous sur ce qui peut être mesuré et calculé. Si les équations correspondent aux observations, vous avez fait votre travail. Mais il n'avait pas de meilleure explication. Alors, il a haussé les épaules et a dit, en substance, « Je ne formule pas d'hypothèse, je décris ce qui se passe, pas pourquoi, ni comment. Les pommes tombent, les planètes tournent. Voici les équations, utilisez-les. » Et nous les avons utilisées. Pendant 2 siècles, elles ont suffi. Jusqu'à ce qu'un jeune physicien allemand aux cheveux ébouriffés se pose une question simple, mais dévastatrice. Si rien ne peut aller plus vite que la lumière, comment la gravité pourrait-elle être instantanée ? Albert Einstein avait un don pour voir les contradictions que tout le monde ignorait. En 1905, il a publié sa théorie de la relativité restreinte. L'idée centrale était radicale. La vitesse de la lumière est la même pour tous, peu importe à quelle vitesse vous vous déplacez. Et rien, absolument rien, ne peut aller plus vite. Cela avait des conséquences bizarres. Le temps ralentit quand vous allez vite. Les distances se contractent. La masse et l'énergie sont 2 faces de la même pièce. Mais le point crucial pour notre histoire est celui-ci. Il y a une limite de vitesse universelle. Imaginez l'univers comme une autoroute cosmique. Sur cette autoroute, il y a une vitesse maximale. Cette vitesse, c'est celle de la lumière. Environ 300 000 km par seconde. Tout ce qui a de la masse doit rester en dessous de cette limite. Les choses sans masse, comme les photons, voyagent exactement à cette vitesse. Ni plus, ni moins. Toujours. Mais voici le problème. Si la gravité de Newton agit instantanément, cela signifie qu'elle voyage à une vitesse infinie. Elle ignore complètement la limite de vitesse cosmique. Elle va aussi vite qu'elle veut. Plus vite que la lumière. Infiniment rapide. Cela brise les règles. Cela viole un principe fondamental de l'univers, la causalité. La causalité, c'est l'idée que la cause précède l'effet. Vous frappez une balle, puis elle roule. Vous allumez une lampe, puis la lumière apparaît. D'abord la cause, ensuite l'effet. Toujours dans cet ordre. C'est la base de la logique, de la raison, de tout ce qui a du sens. Mais si quelque chose peut voyager plus vite que la lumière, l'ordre cause-effet peut s'inverser selon qui regarde. Dans un référentiel,
vous voyez la cause avant l'effet. Dans un autre, vous voyez l'effet avant la cause. C'est le chaos, c'est le paradoxe. C'est impossible. Einstein le savait. Si sa théorie de la relativité était correcte, et toutes les preuves suggéraient qu'elle l'était, alors la gravité ne pouvait pas être instantanée. Elle devait voyager à une vitesse finie. Et cette vitesse ne pouvait pas dépasser celle de la lumière. Mais comment réconcilier cela avec les formules de Newton qui fonctionnaient si bien ? La réponse a pris à Einstein 10 ans de travail acharné. 10 ans de lutte avec des mathématiques complexes, de doutes, de fausses pistes, de moments d'illumination suivis de désespoir. En 1915, il a enfin trouvé la solution. La gravité n'est pas une force. Lisez cette phrase encore une fois. Laissez-la s'imprégner. La gravité n'est pas une force. Newton avait tout faux sur ce point fondamental. Ou plutôt, il avait une approximation qui fonctionnait bien dans la plupart des cas, mais qui passait complètement à côté de la vraie nature de la gravité. Alors qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas une force ? C'est de la géométrie. C'est la courbure de l'espace-temps lui-même. Imaginez l'univers comme un immense trampoline élastique. Maintenant, placez une boule de bowling au centre. Le trampoline se déforme, il s'affaisse sous le poids. La surface qui était plate est maintenant courbée. Si vous faites rouler une bille sur ce trampoline déformé, elle ne va pas en ligne droite. Elle va courber sa trajectoire, attirée vers la dépression créée par la boule de bowling. C'est la gravité. Ce n'est pas la boule de bowling qui tire sur la bille avec une force invisible. C'est la forme même du trampoline qui guide le mouvement de la bille. La masse de la boule de bowling courbe l'espace autour d'elle, et les objets suivent cette courbure. Mais cette analogie a ses limites. Dans l'image du trampoline, nous utilisons la gravité terrestre pour faire s'affaisser le tissu. C'est un peu circulaire, non ? On explique la gravité en utilisant la gravité. Dans la vraie théorie d'Einstein, pas besoin de dimension supplémentaire, pas besoin de gravité externe pour créer la courbure. La masse courbe l'espace-temps directement, intrinsèquement. Pensez-y autrement. Imaginez que vous vivez à la surface d'une sphère géante, comme une fourmi sur un ballon. Pour vous, tout semble plat. Vous marchez droit devant vous. Mais si vous continuez assez longtemps, vous revenez à votre point de départ. L'espace est courbe, mais vous ne le réalisez pas parce que vous êtes dedans. C'est pareil avec l'espace-temps. Nous vivons dedans. Nous ne pouvons pas sortir et le regarder de l'extérieur. Mais nous pouvons mesurer sa courbure en observant comment les choses se déplacent. Une planète qui orbite autour du Soleil pense qu'elle va tout droit. Mais de notre point de vue, elle tourne en cercle. Pourquoi ? Parce que l'espace autour du Soleil est courbé. Et voici le truc vraiment bizarre. Le temps est aussi courbé. Près d'une grande masse, le temps s'écoule plus lentement. Ce n'est pas une illusion, c'est réel, mesurable. Les horloges au sommet d'une montagne battent plus vite que les horloges au niveau de la mer, parce qu'elles sont légèrement plus éloignées du centre de la Terre. La différence est minuscule, quelques nanosecondes par jour, mais elle est là. Cette courbure du temps est même plus importante pour la gravité que la courbure de l'espace. C'est pour ça que les choses tombent. Quand vous lâchez une pomme, elle ne tombe pas parce que l'espace sous elle est courbé. Elle tombe parce que le temps près du sol s'écoule légèrement plus lentement que le temps plus haut. Cette différence dans l'écoulement du temps crée ce que nous percevons comme une accélération vers le bas. Maintenant, étendez cette analogie à 3 dimensions, ou plutôt à 4 dimensions parce que le temps fait aussi partie du tableau. L'espace et le temps sont entrelacés en un tissu unique, l'espace-temps. Et la masse courbe ce tissu. Le Soleil n'attire pas la Terre avec une corde invisible. Le Soleil courbe l'espace-temps autour de lui, et la Terre suit simplement le chemin le plus naturel à travers cet espace-temps courbé. De notre point de vue, cela ressemble à une orbite. Mais pour la Terre, elle va toujours tout droit. C'est juste que tout droit dans un espace courbe, ça fait une boucle. C'est magnifique, c'est élégant, et cela résout le problème de la vitesse de la gravité. Voyez-vous, si la gravité est une déformation de l'espace-temps, alors quand vous changez la distribution de masse, vous changez la courbure. Et ce changement de courbure doit se propager. Il doit voyager d'un endroit à un autre. Il ne peut pas être instantané. Imaginez encore le trampoline. Si vous soulevez soudainement la boule de bowling, le trampoline ne redevient pas plat instantanément partout. La déformation se redresse, mais cette rectification se propage depuis le centre vers l'extérieur.
Une vague de redressement se déplace à travers le tissu. C'est pareil pour l'espace-temps. Si le Soleil disparaissait, l'espace-temps courbé autour de lui commencerait à se redresser. Mais ce redressement voyagerait vers l'extérieur, sous forme d'onde. Une onde dans le tissu de la réalité elle-même. Einstein a appelé ces ondulations des ondes gravitationnelles. Et il a calculé qu'elles devraient voyager exactement à la vitesse de la lumière. Pas plus vite, pas plus lentement. Exactement la même vitesse. Donc voici la réponse à notre question du début. Si le Soleil disparaissait maintenant, nous ne le saurions pas pendant 8 minutes et 20 secondes. Ni par la lumière, ni par la gravité. Les deux nous parviendraient ensemble. Pendant tout ce temps, nous continuerions à orbiter autour d'un fantôme, guidés par une courbure de l'espace-temps qui n'existe plus, mais dont l'annulation n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. C'est profond, c'est dérangeant. Et pendant un siècle, ce n'était qu'une prédiction théorique. Personne n'avait jamais vu une onde gravitationnelle. Personne n'avait jamais mesuré la vitesse de la gravité. C'était juste une belle idée mathématique. Mais pourquoi ? Pourquoi ne pouvait-on pas simplement mesurer cette vitesse ? Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Pour comprendre, il faut réaliser à quel point ces ondes gravitationnelles sont faibles. Incroyablement, ridiculement faibles. Pensez à jeter une pierre dans un étang. L'onde se propage à la surface. Vous pouvez la voir facilement, n'est-ce pas ? Les ondulations s'éloignent du point d'impact, cercles s'élargissant sur l'eau. Simple à observer. Quand la pierre frappe l'eau, elle crée une dépression. L'eau autour est poussée vers le bas, puis rebondit vers le haut, créant une bosse. Cette bosse devient une crête qui s'éloigne du centre. Derrière elle, une nouvelle dépression se forme, suivie d'une nouvelle crête. Onde après onde, l'énergie de l'impact se propage à travers l'étang. Maintenant, ajoutons des détails à cette image. Imaginez 2 canards nageant en cercle l'un autour de l'autre au centre de l'étang. Ils créent des ondulations continues. Ces ondulations se propagent vers l'extérieur. Si vous êtes au bord de l'étang, vous sentez les vagues arriver rythmiquement, créées par la danse circulaire des canards. C'est analogue à 2 étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Elles créent des ondulations dans l'espace-temps qui se propagent vers l'extérieur. Ces ondulations sont les ondes gravitationnelles. Maintenant, imaginez que l'étang fasse la taille de l'océan Atlantique, et que la pierre soit un grain de sable, et que vous essayez de détecter l'onde créée par ce grain de sable depuis la côte opposée. Impossible, non ? C'est pire que ça pour les ondes gravitationnelles. Beaucoup pire. L'espace-temps est extraordinairement rigide. Il ne se laisse pas déformer facilement. Pour créer une onde gravitationnelle détectable, il faut quelque chose de cataclysmique. 2 trous noirs qui fusionnent. 2 étoiles à neutrons qui entrent en collision. Une supernova massive. Des événements si violents, si énergétiques, qu'ils déchirent le tissu même de la réalité. Et même alors, même avec toute cette violence cosmique, quand l'onde atteint la Terre après avoir voyagé pendant des millions ou des milliards d'années, elle est minuscule. Je veux dire vraiment minuscule. L'espace-temps se déforme d'une fraction infinitésimale, moins que la taille d'un atome sur une distance de plusieurs kilomètres. Comment diable mesure-t-on quelque chose d'aussi petit ? Vous construisez la machine la plus précise jamais conçue par l'humanité. Vous construisez LIGO. LIGO signifie Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. C'est un nom compliqué pour une idée brillante et simple. Enfin, simple dans le principe. Terriblement complexe dans l'exécution. Voici l'idée de base. Prenez un laser, divisez le faisceau en 2. Envoyez chaque moitié dans une direction perpendiculaire le long d'un tube sous vide. Au bout de chaque tube, placez un miroir. Les faisceaux rebondissent et reviennent. Quand ils se rejoignent, ils interfèrent les uns avec les autres. Si les 2 bras du détecteur ont exactement la même longueur, les faisceaux laser arrivent en phase. Ils se renforcent mutuellement. Vous voyez une lumière brillante. Mais si un bras est légèrement plus long que l'autre, même d'une fraction infime, les faisceaux arrivent décalés. Ils interfèrent de manière destructive. La lumière diminue. Une onde gravitationnelle qui passe étire l'espace dans une direction et le compresse dans l'autre. Donc un bras de LIGO devient temporairement plus long pendant que l'autre devient plus court. Ce changement minuscule, microscopique, plus petit qu'un atome,
provoque un changement dans le motif d'interférence du laser. Et c'est ce que LIGO détecte. Simple, non ? En théorie, oui. En pratique, c'est un cauchemar technique. Les bras de LIGO font 4 km de long. Vous essayez de mesurer des changements plus petits qu'un noyau atomique sur cette distance. C'est comme essayer de mesurer l'épaisseur d'un cheveu humain à la surface de la Lune. Tout peut fausser la mesure. Un camion qui passe sur une route à des kilomètres de distance, les vagues de l'océan s'écrasant sur une côte lointaine, les tremblements de terre de l'autre côté de la planète, le bruit thermique dans les miroirs, les fluctuations quantiques dans le vide. Tout. Les ingénieurs et physiciens ont dû isoler LIGO de toutes ces perturbations. Les miroirs sont suspendus par des fils ultra purs. Les tubes sous vide sont parmi les plus grands jamais construits, avec une pression intérieure proche du vide spatial. Des systèmes de suspension complexes filtrent les vibrations du sol. Des lasers incroyablement stables génèrent la lumière. Des algorithmes sophistiqués analysent les données en temps réel, cherchant le signal dans l'océan de bruit. Chaque miroir pèse 40 kg de verre de quartz pur. Ils sont suspendus par 4 fibres de silice, plus fines qu'un cheveu humain. Ces fibres agissent comme des pendules, isolant les miroirs des vibrations du sol. Mais ce n'est que le début. Chaque pendule est lui-même suspendu à un autre pendule, qui est suspendu à un autre, et encore un autre. 4 étages de pendules, chacun filtrant les vibrations à différentes fréquences. Les tubes à vide font 4 km de long et 1,20 m de diamètre. L'air à l'intérieur a été pompé jusqu'à ce qu'il reste moins d'1 billion de molécules par centimètre cube. C'est 10 fois moins dense que l'espace interstellaire proche de la Terre. Pourquoi ? Parce que même les molécules d'air résiduelles pourraient perturber le faisceau laser. Le laser lui-même est extraordinaire. Il commence avec une puissance de 20 watts. Mais ensuite, il est amplifié encore et encore, rebondissant entre les miroirs des milliers de fois, jusqu'à ce que la puissance atteigne des centaines de kilowatts dans les bras. Cette lumière intense pourrait carboniser la peau en une fraction de seconde. Heureusement, elle est confinée dans le vide. Et même avec toute cette technologie, il y a toujours du bruit. Du bruit quantique. Au niveau quantique, le vide n'est pas vraiment vide. Il bouillonne de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent. Ces fluctuations quantiques peuvent secouer les photons dans le faisceau laser, créant un bruit fondamental qu'aucune isolation ne peut éliminer. C'est le bruit de fond de l'univers lui-même. Pour lutter contre ça, les ingénieurs ont dû utiliser des astuces quantiques. Ils compriment la lumière laser, sacrifiant la précision dans une direction pour gagner de la précision dans l'autre. C'est comme réarranger l'incertitude quantique pour qu'elle vous dérange moins là où ça compte. Ils ont construit 2 détecteurs, un en Louisiane, l'autre dans l'État de Washington, à 3000 km de distance. Pourquoi 2 ? Parce que vous avez besoin de confirmer. Si les 2 détecteurs voient le même signal au même moment, décalé juste du temps qu'il faut à la lumière pour voyager entre eux, alors vous savez que c'est réel. Ce n'est pas juste un camion qui passe. Le projet a commencé dans les années 90. Des décennies de planification, de construction, de tests, d'amélioration. Des centaines de millions de dollars, des milliers de scientifiques. Tout ça pour essayer de détecter quelque chose que personne n'était sûr d'exister vraiment. Les premiers détecteurs LIGO ont fonctionné de 2002 à 2010. Ils n'ont rien trouvé. Pas une seule onde gravitationnelle. Certains ont commencé à douter. Peut-être qu'Einstein avait tort. Peut-être que ces ondes n'existent pas. Peut-être qu'on gaspillait notre temps et notre argent. Mais les scientifiques ont persévéré. Ils ont amélioré les détecteurs. Advanced LIGO, la version modernisée, a commencé les observations en septembre 2015. Plus sensible, plus précis, 10 fois meilleur que la version précédente. Et 4 jours après le début des observations, le 14 septembre 2015, à 9h50 du matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un signal, un chirp, un gazouillis montant en fréquence et en amplitude durant une fraction de seconde. D'abord en Louisiane, puis 7 millièmes de seconde plus tard à Washington. Les scientifiques n'en croyaient pas leurs yeux. C'était trop beau, trop clair, trop fort. Était-ce un test ? Une blague ? Les quelques personnes autorisées à injecter de faux signaux dans le système ont juré que non, ce n'était pas eux. Ils ont passé des mois à vérifier, à analyser, à chercher des erreurs. Mais le signal était là, réel, indéniable.
C'était une onde gravitationnelle, la première jamais détectée directement. Et ce n'était pas n'importe quelle onde. C'était l'écho d'une collision cataclysmique survenue 1,3 milliard d'années plus tôt. Deux trous noirs, l'un de 29 masses solaires, l'autre de 36, tournoyant l'un autour de l'autre en une danse mortelle. Ils se sont rapprochés, de plus en plus vite, jusqu'à fusionner en une fraction de seconde dans un flash d'énergie pure. L'énergie libérée lors de cette fusion a été équivalente à 3 masses solaires complètement converties en ondes gravitationnelles. 3 soleils entiers transformés en ondulations de l'espace-temps. En une fraction de seconde, cette collision a libéré plus de puissance que toutes les étoiles de l'univers observable combinées. Et cette onde a voyagé à travers l'espace pendant plus d'1 milliard d'années, s'affaiblissant, s'étalant, jusqu'à ce qu'elle arrive finalement sur Terre et fasse vibrer nos détecteurs d'une quantité inférieure à la largeur d'un proton. L'annonce a été faite le 11 février 2016. Des conférences de presse simultanées aux États-Unis et en Europe. Le monde scientifique a explosé de joie. Des physiciens ont pleuré. C'était la confirmation directe de la prédiction d'Einstein vieille de 100 ans. C'était la naissance d'une nouvelle astronomie. Nous pouvions maintenant écouter l'univers, pas seulement le regarder. Mais cette première détection, aussi monumentale soit-elle, n'a pas répondu à notre question sur la vitesse de la gravité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de signal lumineux correspondant. Nous avons détecté les ondes gravitationnelles des trous noirs qui fusionnent, mais les trous noirs ne brillent pas. Ils ne produisent pas de lumière. Nous ne pouvions pas comparer l'arrivée des ondes gravitationnelles avec l'arrivée de la lumière. Pour vraiment tester la vitesse de la gravité, nous avions besoin d'un événement qui produirait à la fois des ondes gravitationnelles et de la lumière. Et nous avions besoin de voir les deux. Nous avons dû attendre 2 ans. Mais quand c'est arrivé, ça a dépassé toutes les attentes. C'était le 17 août 2017, midi 41, heure universelle. LIGO a détecté un signal. Mais cette fois, c'était différent. Le signal a duré longtemps, près de 100 secondes. C'était un long sifflement montant, pas un bref gazouillis. Les ordinateurs ont immédiatement analysé le signal. 2 objets moins massifs que des trous noirs, des masses entre 1 et 2 fois celles du Soleil, des étoiles à neutrons. 2 étoiles à neutrons sur le point de se percuter. Pause un instant. Comprenons ce qu'est une étoile à neutrons, parce que c'est crucial pour saisir la violence de cet événement. Imaginez que vous prenez le Soleil, 1 400 000 km de diamètre, une boule de gaz brûlant si grande qu'1 million de terres pourrait tenir à l'intérieur. Maintenant, comprimez-le. Écrasez-le jusqu'à ce qu'il fasse 20 km de diamètre. Une ville. Paris pourrait à peine couvrir sa surface. C'est une étoile à neutrons. Toute la masse du Soleil dans un volume de la taille d'une ville. La densité est au-delà de toute compréhension. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait autant qu'une montagne. Un morceau de sucre pèserait 100 millions de tonnes. À la surface, la gravité est écrasante. Si vous vous teniez là, ce que vous ne pourriez évidemment pas faire sans être instantanément écrasé en une crêpe d'un atome d'épaisseur, vous pèseriez des milliards de fois votre poids terrestre. Une chute de 1 mm vous accélérerait à une vitesse qui vous transformerait en plasma. L'intérieur est encore plus étrange. La pression est si intense que les atomes sont brisés. Les électrons sont forcés à fusionner avec les protons, créant des neutrons. C'est un océan de neutrons, pressés si serrés qu'ils se touchent. Un noyau atomique géant de la taille d'une ville. Et ces monstres tournent, vite. Certaines étoiles à neutrons font des centaines de tours par seconde. Imaginez un objet de la masse du Soleil tournant plus vite qu'un moteur de voiture. La surface se déplace à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Si vous étiez à l'équateur d'une de ces étoiles à neutrons rapides, vous feriez le tour complet en quelques millisecondes. Maintenant, prenez 2 de ces objets. Faites-les orbiter l'un autour de l'autre. Ils se rapprochent spiralement, perdant de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. De plus en plus vite, de plus en plus près, jusqu'à ce que, finalement, ils se percutent. L'impact libère plus d'énergie en 1 seconde que toutes les étoiles de notre galaxie combinées. Des morceaux de matière stellaire sont éjectés à des vitesses proches de celles de la lumière. L'espace-temps tremble comme une cloche frappée par un marteau. Et cette vibration se propage à travers l'univers. Les alarmes ont sonné. Cette fois,
ce ne seraient pas seulement des ondes gravitationnelles. Les étoiles à neutrons sont différentes des trous noirs. Elles ont de la matière, elles peuvent produire de la lumière, beaucoup de lumière. Les astronomes du monde entier ont été alertés. En quelques minutes, des télescopes partout sur la planète ont commencé à scruter le ciel. Ils cherchaient une lueur. N'importe quoi. Une explosion, un flash, quelque chose qui correspondrait à l'onde gravitationnelle. Et 1 seconde et 7 dixièmes après le début du signal gravitationnel, le télescope spatial Fermi a vu quelque chose. Un sursaut gamma. Une explosion de rayons gamma venant de la même région du ciel. Puis, 11 heures plus tard, les télescopes optiques ont trouvé la source. Une nouvelle étoile brillante dans la galaxie NGC 4993 à 130 millions d'années-lumière. Une kilonova. L'explosion qui suit la fusion de 2 étoiles à neutrons. Au total, 70 observatoires sur Terre et dans l'espace ont participé. Des télescopes radio, optiques, infrarouges, X, gamma. Toutes les longueurs d'onde. Tout le spectre. C'était la campagne d'observation la plus coordonnée de l'histoire de l'astronomie. Ce que les télescopes ont vu était fascinant. D'abord, la lumière était bleue et brillante. Puis, au cours des jours suivants, elle est devenue rouge et affaiblie. Cette évolution de couleur nous dit quelque chose d'extraordinaire. Quand 2 étoiles à neutrons fusionnent, elles éjectent de la matière. Beaucoup de matière. Des débris brûlants contenant des éléments lourds, fraîchement synthétisés. Cette matière est radioactive. Elle se désintègre, libérant de l'énergie. Au début, elle est chaude et dense, brillant dans le bleu. Mais elle se dilue et se refroidit rapidement, changeant de couleur comme un morceau de métal chauffé au blanc qui refroidit vers le rouge, puis le noir. Les spectres, les empreintes digitales de la lumière, ont révélé la présence d'éléments lourds. Or, platine, uranium. Tous les éléments plus lourds que le fer dans l'univers sont probablement nés dans des événements comme celui-ci. Chaque bague en or, chaque composant électronique au platine, chaque noyau d'uranium dans un réacteur nucléaire a été forgé dans l'enfer d'une fusion d'étoiles à neutrons il y a des milliards d'années. Les astronomes ont même pu estimer combien d'or a été créé dans cette seule collision, plusieurs fois la masse de la Terre. Des millions de milliards de tonnes d'or éparpillées dans l'espace, s'étalant en un nuage qui un jour s'intégrera à de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes. Les télescopes radio ont continué à observer pendant des mois. Ils ont vu un jet de matière émerger de la collision, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Ce jet, visible en ondes radio, a confirmé que la fusion avait créé un trou noir au centre. L'objet résultant est probablement le trou noir le moins massif jamais formé, ou l'étoile à neutrons la plus massive jamais vue. La frontière entre les deux est floue. Et voici pourquoi c'est important. Voici pourquoi cette détection, appelée GW170817, a changé tout. Les ondes gravitationnelles et la lumière sont parties du même endroit au même moment. La collision des étoiles à neutrons. Elles ont voyagé pendant 130 millions d'années à travers l'espace. Et elles sont arrivées sur Terre avec une différence d'1 seconde et 7 dixièmes. Pensez-y, 130 millions d'années. C'est le temps qu'il a fallu à ces signaux pour nous atteindre. 130 millions d'années pendant lesquelles les dinosaures ont régné puis disparu. Pendant lesquelles nos ancêtres sont descendus des arbres et ont marché debout. Pendant lesquelles nous avons construit des civilisations, inventé l'écriture, découvert les lois de la physique. Et après tout ce temps, après tout ce voyage cosmique inimaginable, les 2 signaux sont arrivés à moins de 2 secondes d'intervalle. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la gravité et la lumière voyagent à la même vitesse. Pas exactement la même, peut-être, mais tellement proche que la différence est imperceptible, même sur des distances cosmiques. Les physiciens ont fait les calculs. Si la vitesse de la gravité différait de la vitesse de la lumière de plus d'une part sur 10 puissance 15, nous aurions vu une différence beaucoup plus grande entre l'arrivée des 2 signaux. Mais nous ne l'avons pas vue. La différence d'1 seconde et 7 dixièmes peut s'expliquer par le fait que la lumière et les ondes gravitationnelles n'ont pas été émises au même instant exact. L'explosion de lumière a probablement eu lieu légèrement après le pic de l'onde gravitationnelle. Donc la vitesse de la gravité égale la vitesse de la lumière. Einstein avait raison. Encore une fois.
Mais cette découverte est bien plus qu'une simple confirmation de la théorie d'Einstein. Elle nous dit quelque chose de profond sur la nature de l'univers. Il y a un pouls, un rythme fondamental, une vitesse à laquelle l'information, le changement, la causalité se propagent à travers le cosmos. Cette vitesse est la même pour la lumière et pour la gravité. C'est la vitesse de la réalité elle-même. Pourquoi cette vitesse ? Pourquoi 300 000 km par seconde et pas une autre valeur ? Nous ne savons pas. C'est une constante fondamentale de l'univers, comme la charge de l'électron ou la constante de Planck. Elle est tissée dans le tissu même de l'espace-temps. Mais voici ce que nous savons maintenant. L'univers a une limite de vitesse universelle, et la gravité la respecte. Rien ne peut aller plus vite. Aucune force, aucune information, aucun signal. Cette limite protège la causalité. Elle garantit que les causes précèdent toujours les effets. Elle maintient l'ordre dans le cosmos. Si la gravité était plus rapide que la lumière, même légèrement, cela aurait des conséquences catastrophiques. Les lois de la physique seraient différentes. L'univers serait chaotique. La causalité pourrait s'inverser. L'effet pourrait précéder la cause. Rien n'aurait de sens. Mais l'univers fait sens. Il suit des règles. Et GW170817 nous a montré que ces règles tiennent même dans les conditions les plus extrêmes imaginables. 2 étoiles mortes, chacune contenant autant de masse que le Soleil, mais comprimées dans une sphère de quelques kilomètres de diamètre, tournoyant l'une autour de l'autre à une fraction significative de la vitesse de la lumière, se percutant dans une explosion qui a libéré plus d'énergie que toutes les étoiles de notre galaxie combinées pendant ce bref instant. Et même là, dans cet enfer cosmique, la gravité a respecté la limite de vitesse. Cette découverte a tué beaucoup de théories alternatives à la relativité générale. Pendant des décennies, des physiciens ont proposé des modifications aux équations d'Einstein. Certaines de ces théories prédisaient que la gravité voyagerait plus lentement ou plus vite que la lumière. GW170817 les a toutes éliminées d'un coup. Si votre théorie prédit une vitesse différente pour la gravité et la lumière, elle est fausse. Point final. Des centaines de papiers théoriques sont devenus obsolètes du jour au lendemain. Des théories comme la gravité massive, qui suggérait que le graviton, la particule hypothétique qui transporte la force gravitationnelle, pourrait avoir une masse minuscule. Si le graviton avait une masse, même infime, les ondes gravitationnelles voyageraient plus lentement que la lumière, surtout sur de longues distances. Mais GW170817 a placé une limite supérieure sur la masse du graviton, si stricte qu'elle est pratiquement nulle. D'autres théories alternatives à la relativité générale, comme certaines versions de la gravité modifiée, censées expliquer l'énergie sombre sans invoquer de nouvelles substances mystérieuses, ont aussi été contraintes sévèrement. Si vous modifiez la gravité, vous devez le faire d'une manière qui préserve cette égalité de vitesse entre ondes gravitationnelles et lumière. Beaucoup de modèles ne passent pas ce test. Cela nous dit aussi quelque chose sur l'énergie sombre. Vous savez, cette force mystérieuse qui fait accélérer l'expansion de l'univers. Nous ne savons pas ce que c'est. Mais certaines théories suggéraient que l'énergie sombre pourrait être liée à une gravité modifiée. Que peut-être, à très grande échelle, la gravité se comporte différemment. Mais GW170817 a placé des contraintes strictes sur ce genre de modification. Toute théorie de l'énergie sombre doit maintenant respecter le fait que la gravité voyage à la vitesse de la lumière. Et il y a encore plus. En combinant les observations des ondes gravitationnelles et de la lumière, les astronomes ont pu faire des mesures incroyables. Ils ont calculé à quelle distance se trouvait la kilonova. Ils ont mesuré la vitesse à laquelle l'univers s'étend. Ils ont confirmé que les fusions d'étoiles à neutrons créent des éléments lourds comme l'or et le platine. Chaque atome d'or dans vos bijoux, dans votre téléphone, a probablement été forgé dans une collision comme celle-ci il y a des milliards d'années. C'est l'astronomie multimessager. Nous utilisons tous les messagers possibles, lumière et gravité, pour étudier l'univers. Et cela ouvre des possibilités que nous commençons à peine à explorer. Depuis 2017, LIGO et son partenaire européen Virgo, et maintenant le détecteur japonais KAGRA, ont détecté des dizaines d'autres fusions. Trous noirs, étoiles à neutrons, et même des collisions entre un trou noir et une étoile à neutrons. Chaque détection nous apprend quelque chose de nouveau. Sur les trous noirs, sur les étoiles à neutrons, sur la façon dont l'univers fonctionne. Nous avons découvert que les trous noirs sont plus courants et plus massifs que nous ne le pensions.
Certains font 50, 60, même 100 fois la masse du Soleil. Comment se forment des monstres pareils ? Nous ne sommes pas encore sûrs. Peut-être qu'ils sont nés lors du Big Bang. Peut-être qu'ils ont grandi en avalant de la matière pendant des milliards d'années. Peut-être que plusieurs trous noirs plus petits ont fusionné pour en créer de plus grands. Les données de LIGO nous aident à répondre à ces questions. Nous avons aussi appris que les fusions sont plus fréquentes que prévu. L'univers est rempli de ces collisions cosmiques. Chaque jour, quelque part dans le cosmos observable, des trous noirs fusionnent. Des étoiles à neutrons entrent en collision. L'espace-temps vibre constamment avec ces événements cataclysmiques. Et nous ne faisons que commencer. LIGO va être amélioré encore. Advanced LIGO+, la prochaine mise à niveau, doublera la sensibilité. Cela signifie qu'il pourra voir 8 fois plus de volume d'espace. Au lieu de détecter quelques fusions par mois, nous en détecterons plusieurs par jour. D'autres détecteurs arrivent. LISA, le Laser Interferometer Space Antenna, sera lancé dans les années 2030. C'est un LIGO dans l'espace, mais à une échelle gigantesque. 3 satellites séparés par des millions de kilomètres, formant un triangle interféromètre géant. LISA détectera des ondes gravitationnelles de fréquence beaucoup plus basse que LIGO. Il verra des trous noirs supermassifs fusionnés au centre des galaxies. Il pourrait même détecter le fond d'onde gravitationnel du Big Bang lui-même. L'Inde construit son propre détecteur. La Chine aussi. Bientôt, nous aurons un réseau global d'oreilles écoutant l'univers. Plus de détecteurs signifie une meilleure localisation des sources. Nous pourrons pointer nos télescopes optiques directement sur le bon endroit dans le ciel, capturant la lumière des fusions en temps réel. Mais revenons à notre question initiale. Le Soleil disparaît maintenant. Que se passe-t-il ? Nous savons la réponse. Pendant 8 minutes et 20 secondes, rien. La lumière continue d'arriver. La gravité continue de nous tenir. Nous orbitons normalement. Le ciel reste bleu. Les oiseaux chantent. Tout semble normal. Puis, exactement 8 minutes et 20 secondes après la disparition du Soleil, 2 choses se produisent simultanément. La lumière s'éteint. Et la gravité disparaît. L'obscurité nous enveloppe. Pas l'obscurité de la nuit, avec les étoiles et la lune. L'obscurité totale, absolue, car même la lumière réfléchie par les planètes vient du Soleil. Les seules lumières seraient les étoiles lointaines, et peut-être les aurores boréales si le champ magnétique terrestre continue de fonctionner quelque temps. Et au même instant, la Terre part. Plus d'orbite, plus de danse circulaire. Nous filons en ligne droite dans l'espace interstellaire, à la vitesse à laquelle nous nous déplacions sur notre orbite. Environ 30 km par seconde. Une vitesse incroyable, mais lente à l'échelle cosmique. Nous dériverions dans le vide. La Terre se refroidirait. En une semaine, les températures de surface chuteraient sous zéro. En un an, elles atteindraient moins 100 degrés. Les océans gèleraient. L'atmosphère se condenserait et tomberait comme neige. La vie de surface s'éteindrait. Mais ce processus de refroidissement serait intéressant en détail. Les premiers jours, la chaleur stockée dans les océans maintiendrait une température relativement clémente. L'eau a une capacité thermique énorme. Les océans contiennent assez de chaleur pour garder la surface habitable pendant quelques semaines. Mais sans le soleil pour recharger cette réserve de chaleur, l'inévitable arriverait. La température chuterait, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Les régions polaires gèleraient en premier, comme toujours. Mais cette fois, la glace continuerait à s'étendre, recouvrant les latitudes tempérées puis tropicales. Les plantes mourraient en premier, privées de photosynthèse. Sans plantes, les herbivores suivraient, puis les carnivores. En quelques mois, la chaîne alimentaire de surface s'effondrerait complètement. L'atmosphère subirait un sort étrange. L'air est composé principalement d'azote et d'oxygène. L'azote se liquéfie à moins 196 degrés. L'oxygène à moins 183. Au bout d'un an environ, ces températures seraient atteintes. L'air commencerait littéralement à pleuvoir. D'abord, une bruine légère d'azote liquide, puis une pluie plus lourde. Finalement, des lacs et des océans d'air liquide couvriraient la surface gelée. Au bout de quelques années, presque toute l'atmosphère serait condensée. La Terre ressemblerait à Pluton, froide et morte, recouverte d'azote gelé sous une mince atmosphère résiduelle. Mais ce ne serait pas la fin.
Au fond des océans, près des cheminées hydrothermales, la vie continuerait. Ces écosystèmes ne dépendent pas du Soleil. Ils tirent leur énergie de la chaleur interne de la Terre. Et cette chaleur, produite par la désintégration radioactive dans le noyau, persisterait pendant des milliards d'années. Des microbes, des vers, des créatures étranges continueraient à prospérer dans l'obscurité totale. Et peut-être, si l'humanité était assez ingénieuse, nous pourrions survivre aussi. Des villes souterraines, alimentées par l'énergie géothermique ou nucléaire. Des serres sous lampes artificielles. Une existence précaire et difficile, mais possible. Nous flotterions à travers la galaxie pendant des millénaires, peut-être des millions d'années, avant de rencontrer une autre étoile. Si nous avions de la chance, ce serait une rencontre lointaine. Nous passerions près d'un système solaire, sentirions sa chaleur pendant quelques siècles, puis retournerions au froid. Si nous avions moins de chance, nous plongerions directement dans une étoile et nous vaporiserions. Ou nous serions capturés en orbite, devenant une planète voyou adoptée par un nouveau soleil. Mais tout cela est de la science-fiction. Le soleil ne va pas disparaître. Il brûlera stable pendant encore 5 milliards d'années. Et même quand il mourra, ce sera lent. Il gonflera en géante rouge, engloutira probablement la Terre, puis rétrécira en naine blanche. Pas de disparition instantanée, pas de surprise cosmique. Ce que cette expérience de pensée nous montre, c'est la nature interconnectée de l'univers. La lumière et la gravité, deux phénomènes apparemment différents, sont liés par une vitesse commune. Ils font partie du même tissu de réalité. Et nous, minuscules créatures sur une roche tournant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie banale, nous avons réussi à mesurer ce lien. Nous avons construit des machines capables de détecter des ondulations dans l'espace-temps plus petites qu'un atome. Nous avons observé des collisions survenues il y a des millions d'années et des millions d'années-lumière. Nous avons compris le pouls du vide. C'est ça la science. C'est ça l'humanité à son meilleur. Poser des questions impossibles, construire des outils impossibles, trouver des réponses qui changent notre vision de tout. La beauté de cette quête est qu'elle ne s'arrête jamais. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Maintenant que nous savons que la gravité voyage à la vitesse de la lumière, nous pouvons nous demander pourquoi cette vitesse exactement ? Quelle est la nature profonde de l'espace-temps ? Existe-t-il d'autres ondes, d'autres messagers que nous n'avons pas encore détectés ? Et nous continuons à écouter. Nuit après nuit, LIGO et Virgo et KAGRA scrutent le cosmos, attendant le prochain signal. Chaque nouveau gazouillis dans leur détecteur est une histoire. L'histoire d'une collision, survenue il y a des millions ou des milliards d'années, dont l'écho arrive enfin jusqu'à nous. Nous vivons dans une époque extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons non seulement voir l'univers, mais aussi l'entendre. Nous captons ses vibrations les plus profondes. Nous sentons le pouls même de la réalité. Einstein nous a dit que la gravité voyage à la vitesse de la lumière. Pendant 100 ans, c'était juste une belle théorie. Maintenant, nous savons que c'est vrai. Nous l'avons vu, nous l'avons mesuré, nous l'avons prouvé. L'univers a un pouls, un rythme, une vitesse fondamentale à laquelle le changement se propage. Et ce pouls bat au même tempo pour la lumière et pour la gravité. Si vous vous êtes déjà demandé quelle est votre place dans cet univers vaste et mystérieux, rappelez-vous ceci. Vous vivez dans un cosmos régi par des lois élégantes. Un univers où rien ne va plus vite que la lumière, pas même la gravité. Un univers où la causalité est protégée, où les effets suivent les causes, où l'ordre émerge du chaos. Et nous commençons tout juste à écouter sa symphonie. Si cette exploration du cosmos invisible vous a fasciné, n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime » et de vous abonner pour découvrir d'autres mystères de l'univers.